Merci de nous rester fidèles. Au sommaire ce soir, le duel Wadagne-Rumpeh peut avoir lieu. La Cour constitutionnelle déclare les challengers aptes au combat. L'examen des dossiers de candidature à la présidentielle prochaine et les visites médicales se soldent par la validation des deux duos retenus par la commission électorale. Cet après-midi, le président de la Cour a lu la décision rendue. La récidive dans la publicité des produits de la pharmacopée coûte une semaine de suspension ou de fermeture à Océan-FR. Des journalistes qui n'ont pu prouver l'exercice de la fonction en tant que principale activité ont aussi vu leur carte de presse retirée. La HAC a rendu 9 décisions publiées ce matin à son siège à Cotonou. Orientation des jeunes apprenants en génie civil sur les technologies du futur et les exigences actuelles du marché de l'emploi. Expédie Wessou a poursuivi sa tournée à l'école supérieure Véry-Chaguine hier à Cotonou. À cette étape aussi, le ministre conseiller à l'enseignement technique a expliqué la stratégie nationale de l'EFTP mise en œuvre par le gouvernement. C'est définitif, sans surprise, la Cour constitutionnelle valide les duos Wadagne Talata et Rumpeh Ruanou pour les élections présidentielles à venir. La haute juridiction a rendu cet après-midi sa décision qui entérine les conclusions de la Sénat, la décision qui marque la fin du processus de validation des candidatures à l'issue d'une audience plénière. Cette décision s'est tenue, sinon a été rendue publique après l'examen des dossiers par la commission électorale et les résultats des visites médicales des candidats. On écoute professeur Dorothée Sosa, il est le président de la Cour constitutionnelle. Que par lettre en date du 12 novembre 2025, reçue à la Cour le 13 novembre 2025, le Collège de médecins a déposé son rapport au greffier en chef avec remise immédiate au président de la Cour constitutionnelle. Que suite à l'étude des résultats des examens médicaux par la Cour, il ressort que les duos Kossi Mbweke Romuald Wadagne, Mariam Chabi Talata et Paul Rumpeh Roch Judicaël Ruanou remplissent les conditions exigées par l'article 44 suscité de la Constitution. En conséquence, sont autorisés à participer à l'élection présidentielle du 12 avril 2026 les duos de candidats dont les noms suivent dans l'ordre de dépôt des déclarations de candidature à la Commission électorale nationale. Duo 1, M. Kossi Mbweke Romuald Wadagne, candidat à la présidence de la République. Madame Mariam Chabi Talata, candidate à la vice-présidence de la République. Duo 2, M. Paul Rumpeh, candidat à la présidence de la République. M. Roch Judicaël Ruanou, candidat à la vice-présidence de la République. La présente décision sera notifiée à Madame Mariam Chabi Talata et à messieurs Kossi Mbweke Romuald Wadagne, Paul Rumpeh, Roch Judicaël Ruanou, au président de la Commission électorale nationale autonome et publié au journal officiel. La Sénat a désormais la liste électorale en main. Le fichier élaboré et mis à jour par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a été remis aux conseillers à la Commission électorale nationale autonome hier. Liste électorale informatisée LEI reçue pour le compte de l'organisation des élections générales de 2026. La cérémonie était fort simple, mais empreinte de solennité. Voici le compte rendu. La Commission électorale nationale autonome Sénat entre désormais en possession de l'un des intrants les plus sensibles pour les élections générales de 2026. Il s'agit de la liste électorale informatisée élaborée par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Et cette cérémonie de remise officielle de la LEI à la Sénat répond aux exigences du Code électoral. Cette remise intervient conformément au délai, c'est-à-dire 60 jours avant la date du premier scrutin de l'année électorale, marque l'aboutissement d'un travail rigoureux et collaboratif conduit dans le respect des principes de fiabilité et de transparence.
À travers cette démarche, nous réaffirmons notre engagement à garantir la qualité et l'intégrité des données qui fondent le processus électoral. En réceptionnant cet intrant indispensable pour l'organisation des prochaines élections, la Sénat s'engage à œuvrer pour que les prochaines consultations se déroulent dans un climat pacifique et de transparence. Elle compte également sur l'appui technique de la NIP. Le respect de notre agenda tel que vous le faites facilite la tâche à la Sénat. Cela nous fait des tâches de stress en moins, puisque sûr que les choses se déroulent telles que programmées depuis le départ. Nous vous prions d'être toujours disponibles, comme vous l'avez dit, pour la Sénat jusqu'au jour du scrutin, puisqu'on ne sait jamais, il se pourrait qu'il y ait quelques petites lacunes à l'intérieur. Et même le jour même du scrutin, à l'ouverture des votes, on peut s'apercevoir que dans une localité la plus éloignée de Cotonou, il manque une liste et on aura besoin encore de la NIP. La réception de la liste électorale informatisée par la Sénat est une nouvelle étape franchie dans l'organisation des élections générales de 2026. C'est la pièce maîtresse de tout scrutin. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication retire la carte de presse à des journalistes n'exerçant plus la profession et ceux n'ayant pu donner la preuve de l'exercice. L'institution de régulation a aussi retiré certaines télévisions du bouquet TNT pour violation répétitive de l'interdiction de publicité des produits médicamenteux. Océan FM est fermé pour une semaine. Autant de décisions rendues publiques ce matin par la HAC, 9 au total. Candide Rouinto a assisté à la séance de publication. Certains détenteurs ne doivent plus l'avoir. L'autorité de régulation des médias tape du poing sur la table et dit stop à certaines irrégularités qui entravent le secteur des médias au Bénin. En session depuis plus d'un mois, Edouard Loko et les autres conseillers continuent de travailler à assainir davantage le secteur avec plusieurs décisions entreprises au cours de nombreuses plénières. Il s'agit des décisions donnant existence légale aux journaux ayant rempli les conditions. Les décisions d'attribution de cartes de presse et de retrait de cartes à des détenteurs qui n'en remplissent plus les conditions. Considérant que certains professionnels des médias qui n'exercent plus ou ne tirent plus l'essentiel de leurs revenus de la profession sont toujours détenteurs de la carte de presse, la plénière, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Les cartes de presse délivrées aux professionnels des médias ci-dessous cités sont retirées. Presse écrite. Adagbe Désiré, Adéchian Clément, Adegbola. À travers cette décision, la HAC entend redonner à la carte de presse la valeur qui lui est due. De même, l'organe de régulation procède à la réorganisation de la TNT à travers la décision du retrait du bouquet des télévisions Imolé TV, Canal 2 Star et Tunde Agri TV pour inexistence de C'est programme. des centaines de millions peut-être qui ont été dépensés par télévision pour aller chercher le signal. Qui coûte cher et qui continue d'être entretenu. Et vous allez voir que sur la TNT, vous avez des noms, vous n'avez pas de programme dessus, ou bien c'est de la musique 24 heures sur 24 heures, ou bien ça n'a pas de programme. Et pourtant, l'État a beaucoup investi. C'est une nécessité, là aussi, de faire le ménage. Pour non-respect des décisions essentielles des conventions les liant à la HAC, les radios Koufou FM, Haïfa FM, Urban FM et Nostalgie Mifon FM se voient retirer leurs différentes fréquences. Avec une mesure conservatoire en vertu de l'article 58 de la loi organique sur la HAC, l'institution suspend les programmes de radio Océan FM pour une période d'une semaine pour violation répétitive de l'interdiction de publicité des produits et pratiques médicamenteux. Le ministre conseiller à la formation technique et à l'enseignement technique et professionnel étend sa tournée nationale à l'école supérieure de génie civil Véréchaguine à Cas de Cotonou. Expédie Ouessou y a constaté l'effectivité des réformes
Dans l'enseignement technique, comme de coutume, il s'est aussi entretenu avec les apprenants sur l'avenir professionnel de ces jeunes étudiants, en les orientant aussi, Teddy Goudalo et Rachidi Soubérou. Des balcons de l'école supérieure de génie civil Véréchagrine à Cas de Cotonou jusqu'à la devanture principale, les apprenants visiblement enthousiastes accueillent le ministre conseiller Espedi Wessou dans une atmosphère de grande convivialité. Un accueil chaleureux à l'image de celui réservé au ministre et sa délégation dans les autres établissements techniques déjà visités dans le département du Littoral. Depuis la création de l'école supérieure et secondaire Véréchaguine en 1998 et avec l'essor de l'EGC VAC, une même conviction nous guide. Le Bénin a besoin de techniciens, d'ingénieurs et de cadres formés avec sérieux, enracinés dans la pratique, capables d'être immédiatement opérationnels et profondément utiles au pays. Ici, nous comprenons que chaque dessin, chaque calcul, chaque relevé, chaque ligne de côte peut devenir demain un pont plus sûr, un bâtiment plus fiable, une route plus durable, un service numérique utile. Après l'accueil, place à la découverte des installations. Le ministre conseiller a parcouru les laboratoires des matériaux de construction, le bâtiment dédié aux travaux pratiques, ainsi que la médiathèque. Une visite qui vient conforter Espedi Wessou dans sa conviction. Les réformes engagées par le gouvernement dans le sous-secteur de l'enseignement technique et la formation professionnelle sont bel et bien en marche dans cette école de génie civil, d'informatique et de géomètre topographe. J'ai parcouru déjà une cinquantaine de lycées et collèges. Avant même que ne commence la stratégie de la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, votre école a déjà beaucoup d'avance. La rencontre fut également un moment d'échange sincère entre le ministre conseiller et les apprenants. Dans un ton à la fois fraternel et pédagogique, Espedi Wessou leur a prodigué de sages conseils de vie professionnelle en les exhortant à la discipline, au travail bien fait et à l'ambition. Ce journal se poursuit avec cette visite de terrain du ministre conseiller aux infrastructures et à la gouvernance du cadre de vie. Jacques Ayadji était hier sur le site de construction de la passerelle de Védocor pour s'assurer du bon démarrage des travaux. Sur place, il a été rassuré tout en donnant des directives quant aux dispositions à mettre en œuvre par l'entreprise pour garantir aux usagers un service minimum de circulation pendant les travaux. Virgile Achodeyon et Moufid Sagbouran nous font le point. Quelques semaines seulement après le lancement officiel des travaux de construction de la passerelle de Védocor, le ministre conseiller aux infrastructures, au cadre de vie et à la gouvernance locale vient aux nouvelles. Vous savez, avec le président Talon, il faut faire les choses normalement et en bon ordre. C'est pourquoi j'ai décidé de venir pour que le démarrage de ce projet important ne soit pas raté. Lancée officiellement le 28 octobre 2025, la réalisation de la passerelle de Védocor se fera en 2 phases, dont la première sur une durée de 24 mois et la seconde de 26 mois. C'est un pont en 2 dimensions. Un pont de 270 mètres qui quitte Étoile Rouge vers le stade général Mathieu Kérékou et puis vice-versa, de l'autre côté aussi. Donc les 2 fois 2 voies vont finalement être équipées d'un passage supérieur, mais au sol, il y a un aménagement routier avec des feux de signalisation et de la signalisation horizontale. Les travaux seront effectués sous circulation et on sera permanemment, que ce soit la CIRAT, la DTTA et l'entreprise, la mission de contrôle, on sera permanemment là pour veiller à ce que les travaux aient le moins de nuisances possible à la population. Si les visites de chantier sont devenues depuis quelque temps une habitude chez Jacques Ayadji, celle-ci revêt un caractère particulier en raison non seulement de l'importance de l'axe Étoile Rouge au stade général Mathieu Kérékou, mais aussi en raison de la densité du trafic qu'il supporte quotidiennement, d'où les exigences de l'autorité. Je souhaite que la première phase du projet
qui fait 270 mètres d'ouvrage d'art, que ça soit fini dans le délai imparti. J'ai insisté pour que la signalisation du chantier soit la plus optimale possible, avec la signalisation lumineuse la nuit. J'ai insisté également pour que la main-d'œuvre locale soit massivement utilisée à condition que les gens soient compétents. Ce chantier, qui fait partie des priorités du gouvernement, sera également un cadre de stage pratique pour les étudiants en fin de formation en génie civil des universités publiques du Bénin. La mandature actuelle de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, dit au revoir aux maires mandants, aux autres acteurs administratifs et autres du Creuset. L'équipe a tenu une session extraordinaire au Conseil national pour faire le bilan de 5 années d'action. La rencontre de Boïkan, dernière de cette mandature, a eu lieu à la veille des prochaines élections communales. Imet Hélène Amoussou. Dernière de la mandature, la rencontre est de type extraordinaire. Elle répond tout de même aux exigences des tests qui régissent le fonctionnement de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. Ces retrouvailles ont permis aux membres du bureau cadre à divers niveaux de la Fertière, de même que les maires des différentes communes du pays présents, d'apprécier le chemin parcouru, mais aussi de se projeter vers les échéances à venir. Je tiens à féliciter et à remercier chacun de vous. Votre engagement constant, votre sens de devoir et votre attachement à la cause du développement local ont permis à l'ANCB d'être tout au long de ces 5 années une voix forte, utile et crédible au service des collectivités territoriales, aussi bien au plan national qu'au-delà de nos frontières. Grâce à nos efforts conjugués, l'association a su manifester à plusieurs reprises sa solidarité à nos communautés. À travers des campagnes de distribution de vivres, de moustiquaires imprégnés, de kits scolaires et d'équipements médicaux, à travers les projets de construction de salles de classe, de fourrage, de centres de santé, et à travers les nombreuses sessions de renforcement des capacités et de sensibilisation au profit des élus et des cadres communaux. Ces réalisations, modestes parfois, mais profondément humaines, témoignent de notre engagement collectif pour le bien-être des populations et pour un développement local durable. Tenue en cette veille des élections générales de 2026, cette session extraordinaire du Conseil national de l'ANCB a aussi été l'occasion de rappeler à chacun des membres de l'assistance le rôle qui lui incombe dans le processus électoral en cours. Je voudrais vous rappeler que nous avons une obligation républicaine et morale, celle de veiller à la préservation de la cohésion sociale, d'œuvrer pour la paix et de promouvoir un climat serein tout au long du processus, car notre plus grande victoire, au-delà des urnes, restera toujours celle de l'unité et du vivre ensemble dans nos communes. Pour conclure, le président de l'ANCB, également maire de Cotonou, a exprimé sa gratitude et celle de ses collègues des autres communes au chef de l'État pour sa vision de développement. Luc Atropo n'a pas oublié les différents partenaires techniques et financiers dont les appuis et la collaboration ont été des leviers essentiels à la réussite des actions puis le rayonnement de l'ANCB. La représentation résidente de la CEDEAO au Bénin a lancé hier son initiative dénommée « Village du cinquantenaire de la CEDEAO ». C'est un projet mis en œuvre dans le cadre de la célébration des 50 ans d'existence de l'organisation sous-régionale au programme de 3 jours de manifestation, une foire regroupant des produits locaux africains, des expositions culturelles, artisanales et gastronomiques. La cérémonie de lancement s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou. Reportage. C'est la fête au village du cinquantenaire de la CEDEAO. C'est dans cette ambiance aux couleurs du continent que s'ouvrent les festivités ici au Palais des Congrès de Cotonou. L'événement, initié par la représentation résidente de la CEDEAO au Bénin, marque le coup d'envoi d'une série d'activités de 3 jours pour célébrer les 50 ans d'existence de l'organisation sous-régionale. Ce village symbolise l'unité, la solidarité et la résilience entre les peuples ouest-africains. En exposant au public la richesse et la diversité du programme du village, nous voulons offrir à chacun l'occasion de s'approprier pleinement
les différentes activités, d'en mesurer la portée et de participer activement à ces 3 jours d'échange, de célébration, de communion communautaire, mais également d'introspection. Ce village, événement phare de la commémoration du jubilé d'or de la CEDEAO au Bénin, constitue un espace vivant d'expression citoyenne, de dialogue interculturel et de valorisation des acquis communautaires autour de plusieurs activités. L'événement réunit des jeunes, des femmes, des autorités traditionnelles, des acteurs politiques et institutionnels, sans oublier la société civile et le corps diplomatique. Tous sont venus célébrer un demi-siècle d'efforts vers une intégration régionale plus forte. La célébration du cinquantenaire est aussi un moment de réflexion et de projection. Après 50 ans d'existence, la CEDEAO a accompli des progrès remarquables en matière d'intégration économique et de maintien de la paix, malgré les défis rencontrés. Elle a établi la libre circulation des personnes, consolidé un marché régional de plus de 400 millions d'habitants et mis en œuvre des initiatives visant à renforcer la sécurité et le développement durable dans la région. 50 ans après sa création, la CEDEAO reste fidèle à son idéal. Une CEDEAO des peuples unis dans sa diversité. À Cotonou, le village du cinquantenaire en est l'illustration vivante. La CEDEAO veut se tourner vers l'avenir avec de nouvelles ambitions. Renforcer la paix, la sécurité, la libre circulation des personnes et des biens et propulser un développement durable et inclusif. L'organisation internationale DirectAid réédite son initiative Secours humanitaire. Il s'agit de la distribution de kits alimentaires et de barques motorisées aux populations touchées par les récentes inondations au Bénin. Plusieurs communes du pays sont impactées par ce geste, entrepris pour soulager les besoins urgents des familles affectées. La cérémonie de remise de dons a été déroulée à Cotonou. Les précisions dans ce reportage de Ingrid Day et Oulia Tsanoussi. 5 barques motorisées et plus de 2000 kits de vivres essentiels composés de sacs de riz, d'huile végétale, de sucre, du sel, des boîtes de conserve, du soja, des pâtes alimentaires, des couvertures ainsi que des produits d'hygiène. Voici de quoi est composé le don de l'organisation internationale DirectAid aux sinistrés des récentes inondations. Soava, Moueri, Bonou, Ouessé, Savalou, Adjoun, Agégué, Kandi, Malanville, Karimaman et Niki sont les communes bénéficiaires de l'édition 2025 de cette initiative dénommée Secours humanitaire. La commune de Moueri, à l'instar des autres bénéficiaires, mesure pleinement la portée de ce don. Ces équipements permettront non seulement d'améliorer les interventions de secours et d'évacuation en période de crue, mais aussi et surtout de soutenir les actions de relèvement et de reprise d'activités économiques dans nos zones affectées. À travers ce geste, DirectAid exprime sa compassion et sa solidarité envers les familles éprouvées par ces sinistres et réitère son engagement à les soutenir davantage. Le don est évalué à plus de 112 millions de francs CFA. Votre souffrance est la nôtre. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, non pas seulement pour donner, mais surtout pour témoigner de notre fraternité humaine et de notre engagement aux côtés du plus vulnérable. Je saisis cette opportunité pour saluer la fidélité et la constance de DirectAid dont la vocation dépasse la simple assistance pour devenir un véritable engagement pour la vie. Le gouvernement, par ma voix, vous exprime toute sa reconnaissance et réaffirme sa disponibilité à renforcer la plateforme de coopération qui nous lie dans un esprit d'ouverture, de transparence pour plus d'efficacité. C'est le lieu pour l'organisation internationale de distinguer l'un de ses meilleurs agents. La rencontre a pris fin par la visite de la caravane médicale organisée par DirectAid à son siège à Cotonou. L'opération vise à offrir gratuitement aux populations des soins et des médicaments. Merci d'avoir suivi ce journal qui est à son terme. Restez fidèles à nos programmes sur Canal 3 Bénin.